Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce débrief spécial Ligue des Champions. On en avait déjà fait un la semaine dernière pour débrief du match du PSG. Pas de club français cette semaine. En revanche, des matchs qu'on a suivis avec beaucoup d'attention. Deux matchs au programme mardi soir, deux matchs au programme pour ce mercredi soir et quasiment le même casting que la semaine dernière, à l'exception d'un certain Yous qui est en direct de Marseille Eh et oui, qui a dû louer des bureaux pour être présent. Ça va Yous? incroyable, ça va super et toi? J'espère que Tchad va bien aussi et salut à la régie, même à distance. Ouais, bon, la régie, on les laisse. On espère qu'il y aura juste pas d'alarme incendie pour les exclure de Webedia pendant l'émission. Scipion également est là avec la mascotte derrière, comme d'habitude, avec toujours ce très beau setup. Comment il va, Pips? Bah écoute, la forme, on est là, en attente de nos performances de la Ligue des Talents ce jeudi soir, on a hâte. Ouais, on a hâte de voir les clubs français, notamment le plus grand club de France, pouvoir disputer une rencontre ce soir face au Shakhtar Donetsk. Brakou est là également. Mais comment faire sans Brakou, la légende, le taulier, le pilier de cette équipe? Comment il va le Brakou? Ça va, mais pourquoi cette introduction pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah, parce que t'es le plus beau, qu'est-ce que tu Mais veux que je te dise? n'importe quoi, je suis le plus Ch- moche. Je Chaque n'ai jour, pas. nous, on essaye de se sublimer pour un jour t'arriver à la cheville. Ouah, C'est, voilà. Là, t'en fais beaucoup trop, là, t'en fais beaucoup trop. Ah. Bon, Rends-moi ça va, Braco, l'animation, rends-moi tranquille. l'animation, tu sais le mec. C'est bon, c'est bon. Bon, alors je vais faire la partie que d'habitude c'est toi qui fais. Aujourd'hui, c'est moi qui l'a fait, les amis. Comme d'habitude, on est accompagné par notre partenaire Winamax qui nous accompagne tout au long de cette saison. Et comme d'habitude, Winamax, vous avez la classique premier dépôt doublé en pari gratuit à hauteur de 100 euros avec 10 euros de bonus supplémentaires avec le code hors-jeu 10. On vous rappelle également que vous pouvez suivre les débriefs de matchs de Ligue des Champions sur des émissions de Winamax et Winamax FC avec les copains Thomas Bonavent, il y a Tidjani, il y a Walid, il y a Yanis, il y a absolument tout le monde, Elton. Vous pouvez également les suivre, en plus de nous suivre nous le lendemain. Et enfin, on va terminer en vous rappelant que les jeux d'argent sont évidemment interdits aux mineurs et qui peuvent mettre en danger vos situations personnelles et familiales. Donc faites très attention. Avec ça, petit rappel également, on vous sort en général juste après l'émission les replays sur YouTube, donc n'hésitez pas à lâcher des likes ou à faire des commentaires pour le recensement. Ça aussi, vous connaissez, au plus vous likez, au plus vous recensez, au plus l'émission pourra grandir, et notamment sur ces émissions en remote, puisque vous le constatez, on essaye de vous en proposer de plus en plus. On fera pareil là pendant les prochaines semaines où on jouera les rencontres de Ligue des Champions. On l'a dit, 4 matchs au programme ce soir. On va commencer notamment avec une rencontre qui s'est déroulée mardi soir. Ça avait même fait l'objet de notre My Match dans l'émission de lundi hors jeu. Il s'agit de cette rencontre entre l'Inter Milan et l'Atlético Madrid. On va commencer avec toi, peut-être Scipion. L'Inter était favori dans ce match-là. L'Inter a assumé son statut avec beaucoup de ratés d'Arnautovic, mais le bilan, c'est quand même une victoire à la maison de la part de l'Inter et c'est le plus important. Ouais, c'est totalement le cas. J'aurais même dit victoire méritée, logique. Je pense qu'ils auraient été mal payés de pas l'emporter. Et pourtant, voilà, c'est vrai qu'il y a une première mi-temps qui était aboutie et Thuram se blesse et tu sens direct que ça impacte un petit peu le début de la seconde période de l'Inter où bah voilà, Cholo fait rentrer Morata et tu sens aussi qu'avoir un attaquant de plus, bizarrement, ça aide aussi l'Atlético un peu mieux sortir, à être dangereux. Dommage qu'on ait vu l'Atlético voilà proposer un visage un petit peu plus conquérant que 15 buts, mais finalement ils perdent 15-0, donc pour le retour rien n'est terminé. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le match de l'Inter parce que c'était un match, forcément, ils étaient attendus en favori. Ils ont proposé des séquences de jeu très intéressantes. Et je pense que vous l'avez tous vu. Hein, enfin, il faut qu'on revienne dessus. L'activité des trois défenseurs centraux, où à un moment donné, tu avais Bastoni qui était ailier gauche, Pavard ailier droit. Ils étaient plus hauts que des fois Çalhanoğlu ou Barella. C'est le genre c'est très très rare pour moi de voir que dans une équipe, les joueurs les plus intéressants au niveau du jeu sont les centraux. Et c'est le cas avec cette équipe de l'Inter parce qu'ils proposent énormément de choses. Et bah, bravo à Simone Inzaghi qui s'impose de plus en plus comme l'un des meilleurs coachs, tout simplement, de ces dernières années parce qu'il propose un football attractif. Et ouais, forcément, un petit mot sur Arnautovic qui avait croqué deux, trois grosses occasions, mais comme il se les est procurées, il y avait des déplacements qui étaient intéressants, il était mal payé, il a fini par être voilà le héros de ce match. C'est en tout cas une victoire que j'ai appréciée du côté de l'Inter parce que contenu très agréable à suivre. Tiens, Yus, toi, tu parleras juste après de l'Atlético Madrid, peut-être pour nous commenter leur performance. Braque, on va juste te poser la question. C'est vrai que l'Inter était quand même sur une sacrée dynamique en championnat avec beaucoup de stompes. Du côté de l'Atlético, il y avait eu cette victoire ce week-end. Je crois que c'était sur le score de 5-0 contre Las Palmas qui avait été précieuse. Sinon, on restait sur 3 matchs sans victoire. On s'attendait à ce que l'Inter soit un petit peu favori.
on s'attendait peut-être pas non plus à ce que l'Inter arrive autant à brider cette équipe de l'Atlético Madrid qui pourtant depuis le début de saison nous montre un très beau visage. Ouais, alors déjà, désolé à tous les supporters interistes pour ce que j'ai dit l'année dernière. Ça, tu vois, je fais mon mea culpa parce que l'Inter, c'est très très fort. Et en regardant ce match, je me pose la question, je me demande si vraiment, est-ce qu'on n'a pas là peut-être la deuxième meilleure équipe d'Europe. Bah, la question se pose forcément parce que quand on fait un petit peu le pool de ces équipes, le pool des équipes un peu d'élite, tu peux mettre dedans City, tu peux mettre dedans Arsenal, et encore Arsenal, ils ont perdu hier. Tu peux mettre le Real, tu peux mettre le Bayern, tu peux mettre pas mal d'équipes, mais quand tu regardes ce qui se fait, j'ai l'impression que l'Inter, c'est l'équipe qui arrive le mieux à tirer profit de ce qu'elle a, du matériel qu'elle a. Quand tu la regardes jouer, quand tu regardes dans tous les secteurs du jeu, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu, que ce soit en défense, on a la sensation que cette équipe est en train d'arriver à une forme de maîtrise vraiment totale et de maturité aussi. Moi, j'ai la sensation que cette équipe, elle fait que de progresser et qu'elle peut même encore progresser, encore aller plus loin. On n'a même pas encore vu l'étendue du potentiel de cette équipe. Il y aura peut-être encore des joueurs qui vont rejoindre l'Inter parce que le projet est vraiment très séduisant. Alors, on me dit que j'ai un écho chez moi, c'est assez rare, ça. Normalement, j'ai très, très rarement d'écho. J'ai tout coupé, hein, normalement, Poineau, au cas où. Mais sinon, ouais, tout ça pour dire que moi, je suis impressionné. Tu l'as dit, en championnat, c'est juste très fort. Ils sont imprenables. L'équipe donne l'impression qu'elle est imprenable. Et là, dans ce match-là contre l'Atlético, je m'attendais à une rencontre assez fermée. Et c'est ce qu'on a peut-être un peu eu au début. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment deux équipes qui jouaient vraiment la solidité. Et puis, petit à petit, ça s'est débridé. Il y a eu certes la sortie de Marcus Thuram à la mi-temps, mais moi je suis pas forcément d'accord, Pipion. J'ai pas eu cette sensation que ça a forcément eu un impact fort sur cette équipe de l'Inter. J'ai trouvé justement qu'elle continuait d'être cohérente, qu'elle a très vite digéré justement cette perte qui est quand même une perte importante puisque Marcus Thuram c'est quand même un des joueurs les plus en forme et les plus importants de cette équipe. Qui synthétise bien le jeu de l'Inter. Je trouve vraiment qu'on est face à une force de frappe impressionnante, des défenseurs qui prennent des responsabilités, qui prennent des initiatives, un Pavard qui monte, qui hésite pas à venir apporter le surnombre, comme tu l'as dit tout à l'heure. On va exploiter les ailes, on va pas hésiter à dézonner, et un milieu de terrain qui est extrêmement robuste. Enfin, je veux dire, c'est un milieu de terrain où tout ce qui est fait est toujours bien fait avec l'activité de Barella, avec la précision d'un Mkhitaryan. Le seul que j'ai trouvé peut-être un petit peu en dessous dans ce match-là, c'est peut-être Çalhanoğlu qui, on le sait, peut apporter encore mieux. Je l'ai pas trouvé aussi précis que d'habitude, quand bien même il y a beaucoup de cohérence, il y a beaucoup d'unité dans cette équipe et ça c'est vraiment, je trouve, les équipes les plus dures à battre face à un Atlético qui cette année a un petit peu bifurqué au niveau de son style, mais qui là est peut-être revenu un petit peu à ses basiques parce que le défi proposé par l'Inter était finalement quand même assez relevé. Donc vraiment bravo à l'Inter et encore une fois bravo à Simone Inzaghi parce que ce qu'il a fait avec son groupe là en quelques mois, quelques années, c'est très fort. De cette rencontre entre l'Inter Milan et l'Atlético Madrid. Yous, ton ressenti toi sur ce match-là, est-ce que la prestation au global a été satisfaisante pour toi entre deux équipes qui sont parmi les meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, qui jouent le mieux? Est-ce que finalement c'était un match que tu attendais ou est-ce que tu as été un petit peu déçu d'une part par la prestation surtout de l'Atlético Madrid et est-ce que tu attendais peut-être un petit poil mieux du côté de l'Inter? Alors, ouais, non, c'est vrai que tu as raison de me lancer là-dessus. C'est un sujet qui est revenu assez souvent sur les réseaux sociaux après le match. Même pendant, il y a pas mal de personnes qui étaient déçues. Moi, justement, au contraire, je trouve que c'est une vraie opposition de favoris. À la limite, tu peux même te dire si c'est pas un peu décevant d'avoir cet affrontement-là, en huitième. Ouais. Globalement, tu vois, c'est dur d'être trop sévère avec l'un et trop gentil, enfin même avec les deux, parce que t'as l'Inter qui joue un Atlético qui est clairement une grosse équipe et forcément tu peux pas étaler ton jeu comme quand tu joues l'Hellas Vérone ou une autre équipe. C'est quand même le genre de match qui est différent. L'Atlético forcément a cette crainte de l'Inter parce que c'est une des équipes en Europe qui roule sur son championnat depuis le début de la saison et c'est une vraie force de frappe collective. Hein. C'est pas qu'au niveau des points, c'est pas que au niveau de certaines individualités comme on a pu le voir avec la sortie de Thuram. Il y a eu peut-être un petit temps d'adaptation avec l'entrée d'Arnautovic,
Mais après, tu vois que collectivement, ça roule, quoi. C'est même pas, tu vois, t'as même pas un peu de problème. Arnautovic, il croque, mais il s'en crée énormément. Tu vois que dans le jeu, il apporte. Donc, tu peux comprendre la crainte de l'Atlético quand ils sont amenés à affronter une équipe pareille. Moi, j'ai été un peu déçu de la prestation de l'Atlético. Maintenant, comme on dit, c'était un match à San Siro. Enfin, comme je l'ai dit, une des plus grosses équipes d'Europe cette année. Et s'ils passent, pour moi, il faut les compter parmi les favoris cette année. Et malgré tout, ils sont qu'à 1-0. Et il n'y a que la moitié du match qui est joué. Donc, c'est ça, je pense, le plus important à retenir du côté de l'Atlético, c'est qu'il y a 90 minutes là-bas. Et au final, ils ont une dynamique qui est peut-être un peu meilleure parce qu'ils ont vu qu'avec le changement de Morata, que ça pouvait apporter des choses. Donc, potentiellement, attention au match retour. Juste pour revenir sur ça par rapport à l'Atlético, c'est vrai que tu as raison de dire qu'il faut pas être trop sévère avec cette équipe parce que finalement l'Atlético n'a pas pu aligner d'entrée Morata, qui pour moi est vraiment un joueur très 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 important pour eux cette année dans la relation qu'il peut avoir avec Griezmann. Mais j'ai trouvé vraiment que plus le match avançait, plus l'Inter montait en puissance et le rythme que mettait l'Inter dans ce match-là, je trouve qu'il était très très dur à suivre et je pense que c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi l'Atlético a peut-être pas été en tout cas au même niveau. C'est vrai que l'Inter, le jeu paraît bien mieux huilé, le jeu paraît bien plus fluide et ils savent où ils vont, tu vois. Ouais. Surtout une erreur individuelle de la part de Reinildo qui fait que l'Inter arrive à débloquer la situation. Je suis d'accord avec toi pour dire que l'Inter a su vraiment multiplier les occasions et notamment avec Arnautovic, mais pour autant ils ont trouvé la solution grâce à une erreur adverse. Non, mais c'est en fait c'est ça, c'est que finalement tout ça c'est provoqué quelque part. C'est parce que tu mets une certaine intensité. Je trouve pas que l'intensité était non plus incroyable, mais le rythme, en fait, le tempo que l'Inter a mis dans ce match-là, je pense, leur a permis de provoquer finalement cette erreur-là et de provoquer en tout cas ce match où ils ont pas tant subi que ça. Donc il y a pas eu un surclassement, mais en tout cas il y a eu une vraie maîtrise de la part d'une équipe et les équipes comme ça, moi j'ai l'impression que c'est les équipes qui vont toujours le plus loin parce qu'elles sont vraiment complètes, mais dans tous les secteurs. Scipion, pour conclure sur ce match-là, le point noir de la soirée, sortie sur blessure Marcus Thuram, sortie sur blessure d'Antoine Griezmann. On a vu des nouvelles et des images rassurantes de Thuram qui est venu célébrer le but d'Arnautovic lorsque l'Inter a ouvert le score. Donc c'est que ça nous en dit quand même un petit peu sur la blessure qui ne devrait a priori pas être trop grave. Quant à Griezmann, on a El Cholo, Simone, le coach de l'Atlético, qui espère qu'il sera là pour le match retour, je crois le 13 mars si je dis pas de bêtises. Donc a priori, 2 blessures pour les Français, mais qu'on va suivre, mais pas trop de gravité. Oui, c'était, je pense, avant tout musculaire. Donc normalement, si on parle en termes médical, moi qui ai fait de longues études de SVT jusqu'en terminale, je peux vous dire que normalement, ça devrait le faire pour qu'il soit là au retour. Mais blague à part, oui, c'est vrai que Thuram, tu as eu raison de dire qu'Arnautovic finalement a su se mettre au diapason et être assez actif. Moi, je crois qu'il était quand même sur une très bonne première période et franchement, c'est ouf de se dire que le meilleur offensif de l'Inter sur la première période, c'était lui plutôt que Lautaro, alors que Lautaro, tu vois, capitaine et tout, porte l'équipe. C'est dingue de voir à quel point ce gars-là qui est arrivé libre a pris une dimension géniale. Et une bonne nouvelle. Tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France, où je suis curieux de voir d'ailleurs son rôle lors de l'Euro, parce que est-ce qu'il va pas finalement terminer numéro 1 titulaire en attaque, à voir. Et après, oui, Griezmann, forcément, c'est là où je pense que le Cholo avait quand même bien calculé son coup en se disant on va pas prendre trop de risques, tu vois, Llorente qui termine, qui est attaquant de base pour calquer un peu un système et être en surnombre notamment au milieu de terrain et tout. Finalement on l'a pas trop ressenti parce que tu vois les centraux de l'Inter ont fait tellement un gros boulot, ils se sont retrouvés tellement tu vois à prendre des risques que l'Atlético a pas su forcément bien les gérer. Mais moi l'Atlético j'ai quand même bien aimé et c'est un joueur dont on parle pas souvent mais je trouve que c'est un remplacement qui a été bien fait dans sa carrière, c'est Witsel. Je trouve qu'il a fait un super match. Ah ouais, il a été énorme. Dans le genre, dans les 1 contre 1, dans le duel, avec beaucoup de moments à gérer. Je trouve qu'il a vraiment fait un match de patron derrière. Et tu vois, mais pourtant, il y a des joueurs d'expérience à ses côtés, des joueurs qui sont là depuis plus longtemps que lui à Atlético. Mais je trouve que c'est lui le vrai patron de la défense des colchoneros. Et comme vous l'avez résumé, tant mieux, parce que c'est ce que je voulais dans ce match. San Siro, Giuseppe Meazza, c'était une première étape. Mais le retour au Wanda Metropolitano, on sait que il y a souvent des matchs un petit peu tendus qui se passent là-bas en Ligue des Champions et puis voilà c'est que l'Atleti ils vont tout miser aussi là-dessus parce que le championnat paraît compromis donc j'ai vraiment hâte d'être à la manche suivante.
Allez messieurs, on va conclure ce match-là avec une note pour Arnautovic. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez le noter. Vous allez avoir 30 secondes pour justifier votre note, chronomètre en main, parce que on le sait, Arnautovic est l'auteur de l'unique but de leur rencontre. C'est également un joueur qui s'est démarqué de par ses multiples occasions offensives, mais qui malheureusement s'est mis en avant pour ses multiples ratés. Alors pour vous, est-ce qu'un joueur qui rate beaucoup, mais qui se procure des occasions, est-ce que c'est le signe d'un bon match, ou au contraire le fait de bouffer la feuille de match? Est-ce que vous pénalisez tout ça? On va commencer avec toi, Yous. C'est assez compliqué de répondre à ce genre de questions, mais moi, c'est T'es vrai muté, je crois, Yous, non? Non? Ok. Il y a des chances, ouais. Alors attends, parce qu'on t'entend pas. On va partir avec toi, Braque, le temps qu'on trouve la solution pour Yous. Ouais, pour répondre au match, pour répondre à ta question sur Arnautovic, je trouve qu'en fait, ce qui est cool, c'est que ça marchait tellement bien du côté de l'Inter. Enfin, je veux dire, il y avait tellement un bon esprit et un jeu qui marchait bien que ça a facilité finalement son entrée, et ça a facilité son adaptation dans ce match. C'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps quand même à se calibrer, mais à partir du moment où il a pris ses marques, en fait, ça a roulé tout seul et il a vraiment pu peser. Bon, ça a été validé par ce but, mais il a pesé dans ce match. Donc je trouve que c'est jamais très facile de rentrer comme ça dans un match de Ligue des Champions à 8e en 30 secondes quand tu remplaces comme ça un joueur important. Et je trouve qu'il a bien pris la suite. Et si tu veux une note, moi je lui mettrais un bon 6-7 sur 10 quoi, sur son entrée en tout cas. Ok, on va réessayer avec Yous. Sur le chat on t'entend, Yous, mais moi je t'entendais pas sur le VMix. Je sais pas si j'étais le seul ou pas. Ouais, je l'entendais pas non plus. Bon. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon, on t'entend, tu peux y aller. Du coup, moi, je lui mettrais 7 sur 10 parce que je trouve que c'est effectivement, il y a des ratés, mais moi, j'ai tendance déjà à mettre en avant les attaquants qui ratent dans le sens où ils se la créent ces occasions. Ouais. Ils se les créent ces occasions. Après, effectivement, il y a raté et raté. Là, en l'occurrence, il y a notamment une action où il est à 5 mètres des buts et il choisit la frappe en puissance alors que le goal est déjà couché. Tu as du mal à comprendre. Et ben cette action-là, elle vient de lui. C'est lui qui se l'a créé en cherchant l'appui remise de Lautaro, en sollicitant l'appel. Et c'est ce rôle-là que j'ai aussi envie de mettre en avant. 7 sur 10. Pipion, à ton tour. Ouais, je rejoins mes camarades sur le 6, 6,5, 7. Je trouve que c'était une performance où il était pas forcément attendu à ce moment de la rencontre de rentrée. Et j'ai aimé son attitude, le fait qu'il se procure des occasions, le fait que ce soit le héros. Donc voilà, c'est attention aux petits ratés parce que c'est vrai que c'était tendu, mais belle perf. Kanto, j'ai fait combien de secondes? J'ai même pas vu. Toi, frérot, t'étais à 55 déjà quand. Il y a des choses à dire. Merci Pipion de m'avoir donné 20 secondes de ton temps, merci beaucoup. Voilà, c'est le film avec Justin Timberlake là, tu sais, où il lui donne du temps. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Mais ouais, c'est Split. Non, Time. Je sais plus. Ouais, je sais plus. Bref, on s'en fout. Et il est sympa. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Il est sympa. Messieurs, aussi. On met de côté cette rencontre de l'Inter Milan face à l'Atlético Madrid et on va parler maintenant d'un match qui, ma foi, était assez sympathique. Moi, j'ai vu beaucoup de critiques négatives sur ce match-là, notamment sur le journal de l'équipe où c'était écrit en introduction qu'on ne conseillera pas aux gens de re-regarder cette rencontre entre Napoli et le FC Barcelone. Et pourtant, je l'ai pas trouvé chiante, moi, cette rencontre-là. On a vu, ma foi, une équipe du FC Barcelone, Scipion, très entreprenante, notamment pendant les 30 premières minutes de jeu. Après, ça s'est un petit peu plus tassé, un petit peu plus calmé, mais ils ont eu quand même des occasions au global sur la rencontre, avec plusieurs joueurs qui sont mis en avant, Lamine Yamal, avec Ilkay Gundogan, avec Robert Lewandowski, avec Pedri. Ma foi, moi j'ai envie de dire, Scipion, j'ai vu un bon Barça. Oui, c'est vrai que c'était un Barça qui finalement a su prendre les commandes de la rencontre parce qu'en face, tu sais qu'avant le but d'Osimhen, j'allais tweeter, mais c'est pas possible. Naples peut pas être champion. Enfin, ils ont dilapidé leur héritage. Enfin, il se passe rien sur le terrain. Il y avait aucune connexion et il a fallu ce but. Bon, je sais qu'il est un petit peu litigé d'Osimhen, mais voilà, Inigo tire le maillot, tout ça. On peut trouver peut-être une faute dans l'autre sens, mais c'est vrai que le Barça peut vraiment regretter. Je pense surtout la première période où ils ont multiplié les occasions. Où finalement le meilleur napolitain ça a été Meret qui a sorti beaucoup de parades, qui lui était au niveau de cette rencontre. Mais voilà, c'est un petit peu les mots du Barça. C'est tu à la fois
des séquences où tu te dis, tiens, t'as quand même des joueurs, des individualités géniales. Pedri, voilà, qui trouve l'espace, la passe pour Lewandowski, l'enchaînement de numéro 9 de classe mondiale, voilà, ça part très très vite. Et puis après, c'est un Barça qui, dès qu'il encaisse le but, voilà, commence à reculer. Tu dis presque, est-ce que Naples va pas faire quasiment le hold-up? Donc pour Xavi, il y a forcément une part de regret parce que je pense que il y avait la place, quoi, parce que Naples, je vais pas vous mentir, pour moi c'est l'équipe quasiment la plus faible de ces huitièmes de finale, avec peut-être la Real Sociedad dans la finition, mais franchement j'ai soufflé, quoi. Moi, dès Laurentiis, devoir rendre des comptes sur l'état de cette équipe. C'est pas possible que Naples ait perdu autant d'allant, autant de fraîcheur, autant de spontanéité 6-7 mois après son titre. Yous Calzona, nouvel entraîneur, on rappelle, entraîneur de la Slovaquie et qui en même temps est devenu entraîneur de Naples. Est-ce que bon là en si peu de temps il y avait pas le temps pour lui de vraiment bien travailler? On a envie de dire qu'au vu du match, Naples a presque limité la casse en faisant match nul. Est-ce qu'on a envie de croire que Calzona en quelques semaines aura le temps d'essayer de modifier et de redonner un petit peu d'allant à cette équipe napolitaine pour venir bousculer le FC Barcelone au vu de la prestation que tu as vue hier soir, toi? Je pense que la clé elle est sur la fin du match, clairement. Il en parlait Scipion, je vais me mettre à t'appeler Pipion moi aussi. Il en parlait en parlant de la qualité du match du Napoli, et le but d'Osimhen, c'est la deuxième frappe du Napoli dans le match. Et après ça, c'est là que Naples a eu quelques occasions à pousser, et tu sens à quel point un scénario d'un match peut influer sur le mental des joueurs du Barça, et tu sens que ça reste quand même une équipe malade, même si pendant trois quarts du match, deux tiers du match, ils ont vraiment fait un très bon match. Gundogan a été incroyable, Lamine Yamal, tu sens la personnalité et à quel point c'est contagieux pour les autres. Mais il a suffi d'une petite partie du match pour faire douter le Barça, et au final, pour qu'on ait un 1-1. Donc je pense que la clé, elle est là. Même si je suis pas convaincu que Calzona puisse tout changer d'ici le match retour, il suffira de petits détails à aller chercher pour pouvoir faire douter ce Barça. Après, c'est vrai que quand on voit le Barça à ce niveau, on se dit que on a envie de les voir peut-être aller plus loin, et pour qu'ils nous réservent de beaux affrontements contre un Real ou contre d'autres équipes. Mais peut-être la clé, elle sera là sur les moments qui peuvent changer pas mal de choses. Après, c'est vrai que sur le but, bon, moi je suis partisan de la faute, parce que même s'il y a un petit tirage, franchement c'est des petits tirages de maillot qui sont jamais sifflés, ce genre d'action de la part des défenseurs centraux. Et à côté du tirage, il y a un hippon, donc c'est peut-être tu vois. Mais bon, après bon. Braque, j'ai une petite question. Oui. Moi j'ai eu le ressenti que du côté de Calzona, on a eu quand même beaucoup de courage, notamment sur ces changements à la 68e. Bon, il sort qu'à juste ça jusque-là. C'est pas bien compliqué, mais il y a la sortie de Kvara finalement à 20 minutes de la fin, et derrière il y a encore un double changement avec Politano Osimhen qui cèdent leur place à Simeone et Raspadori. Est-ce que finalement le coaching avec l'entrée de Traoré, de Lindström, de Simeone et de Raspadori, est-ce que ce coaching n'a pas permis à cette équipe napolitaine de se montrer plus dangereux? Est-ce que c'est pas non plus une marque quand même de la belle lecture de Calzona qui peut être rassurante pour les Napolitains pour la suite? Écoute, moi je pense que c'est un peu trop tôt pour juger des choix que peut faire ce nouveau coach. Le mec était arrivé la veille, le mec prend cette équipe qui en plus est pas dans la meilleure période de son histoire. Il arrive un peu au pied levé, et pour avoir la meilleure lecture possible, moi je pense qu'il faut toujours avoir un peu de recul. Il faut encore mieux connaître les joueurs. Il connaît très bien la maison, on le sait, mais je pense que dans une période où tu as une équipe qui est en perdition un peu, tu peux pas faire des miracles. Donc en fait, il a fait des choix qui, à mon sens, s'imposaient à lui de manière un petit peu instinctive. Je pense qu'en regardant ce match et en regardant ce qu'il avait sur le banc, il a un peu composé avec comme ça. Mais je trouve que c'est vrai qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien. Ils s'en sortent quand même plutôt bien dans cette rencontre. Et ce qui est intéressant pour le Napoli, c'est que quelque part, ça reste ouvert. Malgré la certaine domination du Barça, ils auront quand même un coup à jouer. Et je pense que Calzona, comme tu dis, aura peut-être un petit peu plus de temps, et aura peut-être un petit peu plus d'idées au retour pour pouvoir essayer de faire mal à ce Barça. Un Barça qui, moi, je sais pas si je peux dire qu'il m'a déçu, mais en fait, j'entends beaucoup depuis hier dire que oui, ce Barça peut être frustré, ce Barça peut se sentir un peu lésé de pas avoir remporté ce match, et de peut-être pas avoir concrétisé complètement cette domination. Hier, je débriefais avec les gars du Win AFC. Moi, je regarde toutes les occasions qu'a eu le Barça dans ce match-là.
finalement, il n'y en a pas une seule qui me fait me dire que ce Barça devait absolument gagner ce match-là parce qu'ils ont dominé de manière complètement écrasante ce Napoli. Certes, le Napoli est vraiment passé à côté et était vraiment faible et a donné vraiment la sensation d'une équipe malade. Mais moi, quand je regarde toutes les occasions du Barça, je me dis il manquait quand même un truc, il manquait quand même un éclair, il manquait quand même ce coup d'accélération. C'est une équipe qui a fait les choses de manière très scolaire, c'est une équipe qui a beaucoup plus proposé que le Napoli dans ce match-là. Mais de là à dire que ce Barça-là peut être frustré ou peut avoir énormément de regrets, j'ai du mal à l'entendre parce que si c'est un Barça qui a un peu plus de caractère, un peu plus de personnalité, moi je pense que le Barça est censé détruire ce Napoli et ils l'ont pas fait. Donc c'est deux équipes pour moi qui sur les terrains ont vraiment montré qu'elles n'étaient pas au niveau attendu de cette Ligue des Champions, de ces huitièmes. Et je pense que ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur pour la suite parce que c'est pas le seul match qui a été un petit peu faible en termes de niveau de jeu. Donc moi, voir un Barça comme ça qui galère à battre ce Napoli-là, ça me dit rien qui vaille, perso. Je trouve dur quand même au global sur le chat avec la prestation du FC Barcelone. Je vais me jouer un petit peu à la Laurent Blanc, même si tout n'est pas parfait. J'ai vu quand même de belles choses moi par rapport à ce qu'on voit du FC Barcelone depuis le début de saison. Une équipe qui a du mal à se créer des occasions concrètes, avec un Joao Félix qui alterne le chaud et le froid, un Rafinha qui est toujours volontaire mais avec énormément de déchets. Alors c'est vrai qu'on a vu du déchet dans ce match-là, mais il n'y a pas que des mauvaises choses. Et d'ailleurs, quand je vois la note là de Lamine Yamal, Scipion, j'ai envie qu'on fasse un petit focus sur le jeune joueur. 5 sur 10, je trouve ça quand même un peu sévère aussi. Ouais, un 2007 qui fait une performance comme ça en Ligue des Champions pour son premier match à élimination directe, faut plutôt l'encourager. C'est quand même un contexte et je trouve qu'il a su pas mal trouver des opportunités, pas mal se balader de ce côté-là de la défense du Napoli. J'ai vu vraiment entreprenant. C'est vrai que dès la première action, Lewandowski, tu vois, en plus lui râle dessus, comme il a un petit peu trop, malheureusement, l'habitude. Mais ouais, franchement, c'est un match où, comme Yous a employé le terme de personnalité, c'est ce qui lui ressemble, quoi. C'est ce qu'on aime chez lui, c'est cet ailier qui va pas hésiter à percuter, qui va pas hésiter à prendre des initiatives et pas être, entre guillemets, dans le recul-frein ou être, voilà, je déborde, je reviens, passe en retrait pour Koundé, et puis ainsi de suite. Non, franchement, Lamine Yamal a osé, et c'est pour ça, franchement, on est déjà sur un joueur. Alors oui, j'ai vu un commentaire qui disait c'est pas rassurant pour le Barça de voir un môme de 16 ans titulaire en huitième de finale Ligue des Champions. Mais j'aurais dire, franchement, par rapport à Rafinha, pour il y a pas photo en ce moment. Franchement, tu sais qui tu mets sur la feuille de match aujourd'hui. Yous, je te vois d'accord avec ça. Ouais, carrément. Ouais, non, c'est clair. C'est pas rassurant. Après, s'il est générationnel, il est générationnel et qu'il ait 16 ans ou pas, faut pas lui parler d'âge, il faut le mettre. Et surtout, quand tu fais la comparaison avec les concurrents au poste, y a pas photo, hein. Clairement. Non. Je pense un peu dur la note de 5, je trouve aussi pour Lamine Yamal. Mais ouais, effectivement. Après, offensivement, faut pas oublier que, comme tu disais, pour revenir à la question globale, Porto, je trouve aussi le chat c'est dur avec le Barça. C'est une équipe qui est malade et je trouve que justement hier, ils ont retrouvé un semblant d'équilibre, même au niveau collectivement. Tu sens que c'était quand même assez carré et clairement sur le 11 d'hier, je pense qu'ils tiennent potentiellement un 11 type pour la fin de la saison parce que tu sens que voilà, ils ont peut-être pas le pendant de Yamal à gauche, mais ils ont Cancelo qui va prendre la largeur, qui est très, qui a énormément de skills pour un latéral. Clairement, je pense qu'ils ont trouvé potentiellement un bon équilibre, à voir si ça permet même aussi à Lewandowski, qui était parfois décrié dans le jeu, d'être un peu moins responsabilisé, plus dans la surface, dans la zone de vérité, du coup meilleur. Donc à suivre. Peut-être que le Barça, faut se dire que faut l'analyser comme le match d'une équipe malade qui potentiellement peut peut-être se reprendre, je pense. Bon équilibre, mais peut-être une erreur un petit peu tactique, je trouve, de la part de Xavi avec le choix de Christensen au milieu. Christensen qui semblait pour moi un petit peu perdu et je trouve que ça a eu tendance un petit peu à désorienter les De Jong, les Pedri qui a été obligé de beaucoup décrocher, De Jong qui a été obligé aussi de venir pas mal aider Christensen parce que c'est pas forcément un poste auquel il était super à l'aise. Moi j'ai trouvé que ça a eu tendance quand même à créer un peu de déséquilibre et c'est dommage parce que si t'avais un peu plus assumé et si t'avais un petit peu plus eu cette lecture vis-à-vis du Napoli du côté de Xavi,
je pense que tu aurais mis une équipe peut-être un peu plus ambitieuse, un 4-3-3 un peu plus simple, parce que là, Pedri, oui, il était sur la feuille de match en ailier gauche. En vérité, il a passé son temps à revenir au milieu, à revenir, à descendre, parce que c'est pas un joueur qui peut apporter la percussion qu'un Yamal peut apporter sur le côté, tu vois. Donc, je suis d'accord pour dire que le Barça a été plus cohérent dans l'approche, mais le choix de Christensen au milieu, moi, je pense que ça, c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être bien différent autrement. Bon, j'ai une autre note moi qui me marque, mais malheureusement on n'aura pas trop le temps de pouvoir en débattre. C'est De Jong, hein. De Jong a seulement 5. Je crois que du côté de la personne qui a noté cette rencontre, ils n'ont pas vu les efforts pour venir couper les lignes de passe, pour remonter le ballon avec les efforts de couverture défensive de la part de Jong. Je suis un petit peu choqué par cette note de 5, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Messieurs, comme d'habitude, je vais vous laisser aller un petit 45 secondes à chacun pour me donner un top ou deux et un flop ou deux comme vous voulez. Et on va commencer avec Scipion. Allez, bah écoute, on en a pas encore parlé, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le match de Koundé, et dans l'autre sens, peut-être le flop va être notre ami géorgien Kvaratskhelia, parce que forcément, c'était l'un des duels qui était attendu. Koundé qui est pas dans une forme incroyable, où voilà, on a tendance un petit peu à se moquer de lui en disant qu'il pense plus à COP, la prochaine paire de Nike, qu'à défendre de manière solide. Et là, pour le coup, je trouve qu'il a fait vraiment un match super intéressant dans l'un contre un. Il a bien maîtrisé son vis-à-vis. Il était attentif, concentré. Franchement, voilà, c'est le Jules Koundé que j'apprécie, qui était volontaire. Et dans l'autre sens, Kvara, je sais, j'ai vu dans le chat des gens dire ouais, il fait pas une saison de ouf. Je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il fait une bonne saison. C'est juste que il est dans un Napoli malade. C'est juste que voilà, il est dans une équipe qui tourne pas rond. Lui, il tente beaucoup. Quand Osimhen n'est pas là, il est carrément encore plus seul. Donc moi, il me fait plus de peine qu'autre chose. J'ai envie de dire voilà, j'aimerais que si De Laurentiis avait bien géré son truc, Kvara serait pas frustré de sortir comme ça. Allez, c'est bon, Scipion, je te crédite tes 10 secondes que tu avais économisé tout à l'heure. Braque, attention, toi, t'as pas de crédit. Comment ça, j'ai pas de crédit? 45 secondes pile, toi. Je sais même pas si je vais pas t'enlever quelques secondes. Et c'était quoi la question déjà? Non, je rigole. Non, je rigole. Non, moi, mon top, il est tout trouvé. Hein. C'est Gundogan. Je pense que c'est vraiment l'homme du Barça. C'est celui qui offensivement tient cette équipe. C'est celui par qui la lumière, je trouve, venait. Je l'ai vu par moments résister à des phases de pressing du Napoli et je l'ai vu ne jamais trembler. Je l'ai vu faire preuve de caractère vraiment. En plus, en prenant certaines initiatives, on peut reparler de sa frappe là qui va pas au fond, mais en tout cas est très intéressante parce que ça prouve qu'il est capable. Non, son match, ouais, pour moi, ça a été le meilleur joueur de ce Barça-là. C'est trop agréable en fait de voir un joueur comme ça, et il m'a donné l'impression même d'être au-dessus du niveau global de ce que le Barça avait à proposer. Et du coup, il y avait pas de flop, il y a pas le temps. Non, j'avais surtout un top, c'était surtout Gundogan. D'accord. Le flop, en fait, s'il y en avait un, ce serait plus Christensen, mais pour moi, c'est pas de sa faute. Ok. Pour moi, c'est plus. Ok, c'est vrai, t'en as parlé juste avant en plus, et on va terminer avec toi, Yous. Ouais, dur de donner un autre top que Gundogan, tant il a été précieux entre les lignes. Tu vois que c'est ce qui fait de lui le joueur qu'il est, et notamment sur la fin à City, c'était le cas, ses projections, sa capacité à jouer plus haut. Je crois que en position moyenne, il finit le match même plus haut que Lewandowski, tant il se projette, et tellement c'est précieux pour ce Barça-là. Après, petite pension spéciale à Pedri que j'ai trouvé bon, et je pense que avec un milieu cohérent, Pedri ne peut être que meilleur, et c'est tant mieux, on peut s'en féliciter. Pour le flop, je dirais Ter Stegen, encore une fois, surtout le duel par rapport à Meret fait mal. D'un côté, il y en a un qui peut-être te fait gagner ce point du match nul, qui évite que le match finisse en raclée, et de l'autre côté, t'en as un qui sur le seul but, même si c'est pas le but le plus évident à arrêter, tu sens qu'il l'a pris avant de le disputer en fait. C'est pas la marque des grands gardiens comme tu veux dire, où ils ont besoin de faire une intervention dans le match, mais il faut qu'elle soit faite. Et Meret on a arrêté des biens difficiles. Merci messieurs pour l'analyse du Napoli face au FC Barcelone. On va maintenant pouvoir parler un petit peu des deux autres rencontres qui vont nous intéresser. PSV Dortmund notamment, avec une équipe du PSV, Scipion, qui bat son record d'invincibilité en Champions League, ou en tout cas qui légalise. Ça fait 6 matchs consécutifs sans défaite pour le PSG. Non, c'est une très belle saison pour Peter Bosz, et je pense que, comme l'a dit Olivier Boscagli en après-match, ils ont peut-être des regrets parce que
ils ont pas su voilà aller chercher cette victoire et peut-être que à Dortmund ça va être un peu plus compliqué à l'extérieur, mais c'est un match qui résume des belles tendances quoi. C'est une équipe du PSV qui est agréable à suivre, qui se procure des occasions, qui est très volontaire avec des joueurs De Jong qui fait une saison en termes de stats assez lunaire. Et même Sabaïri qu'on aurait aimé voir peut-être un peu plus à la CAN avec le Maroc qui lui aussi fait une très très belle saison. Et en face, t'as Malen qui avec Füllkrug le meilleur offensif de Dortmund qui plante. Alors je sais qu'il y a eu une petite polémique sur le penalty accordé au PSV. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un match nul qui est plutôt pas logique, mais voilà, Dortmund a fait le côté de ces un peu expérience qui des fois leur a manqué en Ligue des Champions, mais là je trouve qu'ils ont bien géré leur match et finalement réussir, tu vois, avant le match retour, d'être dans cette situation-là, c'est vraiment pas mal pour eux. Du caractère quand même hein, pour cette équipe du PSV. On rappelle, puni quand même sur un exploit individuel de Malen qui a été une de leurs stars dans le passé à la maison. Derrière, il faut arriver à réagir. On est en Champions League, on est en phase d'élimination directe avec beaucoup de pression dans un huitième qui, ma foi, est plutôt ouvert. Et finalement, avoir cette réaction-là par le jeu, même si, comme l'a dit Scipion, bon, le penalty est quand même plus que contestable, mais il y a eu quand même des occasions qui se sont multipliées. Il y a eu quand même beaucoup de mental de la part de cette équipe hollandaise. Ouais, non, clairement, tu vois, c'est un match qui était assez équilibré. Le résultat est somme toute logique. Le PSV est bien revenu dans le match, comme tu dis, par le collectif, par le jeu et parce qu'il fait leur force, notamment grâce à Peter Bosz qui arrive à quand même à faire jouer son équipe de bien belle manière cette saison. Malgré ça, effectivement, ce penalty, on en parle, dont on a parlé, c'est franchement lunaire. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer du côté de la VAR, etc. Les supporters Dortmund peuvent être fâchés. Maintenant, effectivement, sur le contenu du match, beau match du PSV, belle réaction et au final, tout reste ouvert pour le match retour. Une mention spéciale au PSV, effectivement, même si le penalty. Braque, de ce qu'on a vu là, est-ce que c'est un bon nul à l'extérieur du Borussia ou est-ce que c'est un bon nul pour le PSV qui est finalement le gagnant et le perdant de cette rencontre? Ah, écoute, moi j'ai plutôt envie de me placer du côté du PSV. Le PSV fait partie un peu des petits poussets. Enfin, je sais pas si on peut dire petits poussets parce que c'est quand même une équipe qui a une certaine histoire, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une équipe chapeau 1 dans cette Champions League. Donc pour moi, accueillir le Borussia Dortmund et s'en tirer chez toi avec un match nul, sachant que le Borussia ouvre le score chez toi et que le match peut avoir un tout autre scénario. Bah, moi, je trouve que ça reste quand même un bon résultat pour le PSV. Et j'ai envie de me dire que cette équipe pourrait être une équipe trouble faite, pardon, pour la suite. Ça va être une équipe, je pense, que les gros ou alors les un peu moins gros auront pas envie de croiser si jamais elle venait à se qualifier. On sait jamais. Moi, j'ai vu des trucs assez intéressants, même si j'ai vu que le résumé de la rencontre. Il y a des joueurs offensifs qui prennent des initiatives, encore une fois, qui tentent. C'est pas non plus super précis, c'est pas super létal comme ça peut l'être dans d'autres équipes, mais voilà, au plus tu joues ce genre de rencontre, au plus tu prends de la confiance et c'est en ça que je pense que le PSV a peut-être une carte à jouer. On sait très bien que Dortmund, même si ça peut aller un peu mieux ces derniers temps, c'est une équipe que tu peux très bien embêter et sur un malentendu, il peut toujours se passer quelque chose. Donc, je pense qu'il faut suivre un peu leur performance avec beaucoup d'attention parce que il peut se cacher quelque chose derrière les prestations du PSV. Réussir à maintenir comme ça ces séries d'invincibilité, ça veut pas rien dire. Ça veut quand même dire que t'as une certaine solidité. Donc à voir, hein, à voir. C'est peut-être la belle histoire de cette année. L'avenir nous le dira, mais ouais, ça commence à être de plus en plus sérieux. Scipion, peut-être un mot sur ce quatuor offensif du côté de Dortmund avec Niklas Füllkrug, le serial buteur à la pointe. Derrière, Marco Reus, Jadon Sancho sur un côté et Daniel Malen de l'autre. Un quatuor offensif qui n'a pas fait sa meilleure prestation, eux qui pourtant sont plutôt bien depuis plusieurs semaines. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les 4 sont sortis. Julian Brandt à la place de Marco Reus, Wolf à la place de Sancho, Moukoko à la place de Füllkrug et Özcan à la place de Daniel Malen. Est-ce que c'est bon signe ou pas ce match-là de la part des 4, mis à part Daniel Malen qui est peut-être un petit peu sorti du lot?
Écoute, il y a des états de forme bien aléatoires chez les offensifs du Borussia Dortmund et moi je suis très content que justement Jadon Sancho ait pu retrouver voilà un club, du temps de jeu, mais sur ce match-là, sur sa performance, on sent que c'est un mec qui est pas encore prêt physiquement parce que même si c'est que le PSV en face, bah, c'est intensité Ligue des Champions, c'est rentre dedans et pourtant tu vois il a déjà fait des matchs qui étaient intéressants depuis son retour à Dortmund. Donc tu vois là Jadon Sancho 60 minutes c'était un peu trop court, mais tu vois un Julian Brandt dans ce genre de match notamment pour gérer les contres, pour être voilà une rampe de lancement avec un Marco Reus qui lui c'est vrai c'est beaucoup plus rapproché au fil des années de son rôle forcément axial, ça peut être aussi intéressant de compter sur lui. Et puis moi j'ai envie de te dire Füllkrug voilà peut-être pas eu beaucoup de ballons pour se mettre en évidence, mais Daniel Malen c'est quand même le joueur qu'on attendait peut-être pas tu vois à ce niveau-là cette saison parce que tu l'as dit même dans le chat voilà Itchak nous dit il y a un sacré force sur le papier, c'est le problème de Dortmund, c'est qu'ils sont pas tous en forme au même moment, tu vois tu vas avoir un mec qui est là, l'autre qui est là, l'autre qui revient de blessure, tu vois sur le banc t'as par exemple le gros espoir du club qui est un peu Yamin Yamal de Dortmund qui est Julien Duranville, son dernier match, je crois que c'était le Mayence de l'an dernier, le match du titre qu'ils ont perdu. Donc c'est te dire à quel point, tu vois, il y a des joueurs qui ont du mal à enchaîner Dortmund, il y a des blessures. Si un jour ils arrivent forcément à mettre tous ces offensifs au même niveau, ça pourrait, oui, être beaucoup plus consistant. Messieurs, du coup, au vu de ce match aller, rapidement, sans trop de justification, oui, qui se qualifie dans cette rencontre entre le PSV et le Borussia Dortmund, Yous? Ah, je pense Dortmund quand même. Je pense Dortmund le retour je citerai pas le nom du stade. Je peux, j'ai juste pas envie. Dortmund pour Yous, Braque. Je suis mitigé. Je suis tiraillé. Allez, je vais dire Dortmund. La raison me dit de dire Dortmund, mais je te jure que je suis à 2 doigts de dire le PSV. Scipion, une petite touche de hipstérisme. Comme d'habitude, en prono début de saison, moi j'ai pas dit que l'Union Berlin allait terminer devant le Real, mais que le PSV allait en quart de finale. Donc on y va, le PSV va passer ce tour-là. Je dis le PSV, vas-y, c'est bon, je dis le PSV. Non, moi je vois des trucs là, je commence à voir des trucs, je dis le PSV, vas-y, je dis le PSV. L'autre Girouette qui a changé, complètement. Ouais. Allez messieurs, on va parler de la dernière rencontre au programme. C'était le FC Porto face à Arsenal. Rencontre la plus surprenante où les Gunners ont finalement été punis dans une fin de match absolument dégueulasse des deux côtés où on n'arrivait plus à aligner 3 passes tellement on a voulu attaquer. Bon finalement c'est un exploit individuel de Galeno qui vient débloquer la situation. Yous, j'ai envie de dire partition tactique presque exemplaire de la part des Portugais qui ont un petit peu refusé le jeu, ont accepté de défendre, mais pour autant sont arrivés à bien brider des joueurs clés comme Declan Rice, comme Martin Odegaard, qui finalement n'ont que très peu existé sur ce match-là. Pas la plus grande prestation qu'on aime voir en Champions League, mais une partition finalement rondement menée puisque les Portugais mènent 1-0 face à une équipe d'Arsenal qui n'a pas montré grand-chose et qu'on n'a absolument pas reconnu. Ouais, et puis au final, quand tu vois le scénario du match, comment ça s'est passé pour Arsenal, comment leur donner tort, je pense qu'ils ont fait la partition qu'il fallait pour faire douter. Tu sens que voilà, ça manquait peut-être, tu vois, on parlait de personnalité quand on parlait de Lamine Yamal, peut-être qu'Arsenal ça manquait un peu de personnalité dans le dernier tiers dans ce match. Tu sais que c'est jamais facile de jouer des équipes comme ça qui sont regroupées, 35% de possession, t'as peu d'espace. C'est assez compliqué pour beaucoup d'équipes, pas que pour Arsenal. Mais là clairement, ouais, Porto ils ont mis les ingrédients qu'il fallait et Arsenal, j'ai vu Arteta qui parlait de résultats pas injuste, je crois que c'est le mot qui a été utilisé à la fin du match. J'ai envie de dire moi personnellement, j'en attendais un peu plus d'Arsenal pour qu'on puisse parler d'injustice sur ce match-là, tu vois. Voilà, c'est peut-être une des équipes sur l'ensemble des matchs de ces huitièmes qui a eu le moins d'occasions contre son adversaire. Donc, est-ce qu'on peut parler d'injustice? Je sais pas. Ouais, assez déçu d'Arsenal. Maintenant, à voir si au match retour ça sera différent, mais tu sens qu'ils n'ont pas eu les clés face à ce coffre-fort portugais. Braque, on en a pensé quoi de cette presta d'Arsenal? Forcément déçu aussi, mais comment, à quel point tu es déçu justement de voir Arsenal de retour en phase d'élimination directe en Champions League et faire une performance comme celle-ci? Écoute, c'est un retour et forcément il y a peut-être un sentiment de redécouverte. Malheureusement, je suis un peu surpris, mais en même temps pas complètement parce que on sait que c'est Porto, c'est une équipe qui justement n'attend que ça
d'attraper les gros, une équipe qui va jamais se mettre dans la peau du favori, mais qui va parfois même limite faire un match XXL parce que ça reste une équipe qui a une certaine expérience de cette compétition avec des joueurs qui ont l'expérience de ces moments-là. Mais un peu d'incompréhension par rapport à la forme récente d'Arsenal qu'on a beaucoup loué, qu'on a loué un peu partout. Les mecs te claquent des 5-6 buts minimum par match tous les week-ends, et là ils arrivent et ils sont insipides. Je comprends pas. Vraiment, j'ai du mal à comprendre, si ce n'est que voilà, il va falloir encore bosser ces choses-là. Je pense que Arsenal est une équipe qui progresse d'année en année, mais qui va avoir besoin encore plus de se renforcer avec des leaders, avec des mecs qui sont capables de montrer la voie aux autres. Peut-être que cette équipe est parfois sur le terrain un peu en autogestion, et l'autogestion, ça demande aussi d'avoir des mecs qui connaissent le chemin. Donc je suis pas forcément inquiet, parce que je pense que ce sera bien différent à l'Emirates. Je pense que ça va être complètement autre chose, et que cette équipe sera un peu plus sûre d'elle. Mais là, sur ce déplacement-là, elle a montré que elle pouvait être friable à l'extérieur, et pouvait par moment aussi manquer de solutions, manquer d'idées. Donc j'espère et j'ose espérer qu'il y aura une réaction au retour. J'en doute même pas. Et c'est vrai que là, ils ont montré quand même certaines faiblesses. Désolé si je m'absente, le bébé est en train de pleurer. Scipion, Braque, déjà tu dois nous quitter. Tout à fait. Je suis désolé les amis, il faut que j'y aille, mais c'était un plaisir de faire ça avec vous encore une fois. Pas de souci. Eh ben écoute, merci Bracou d'avoir été avec nous. On va te laisser filer. Et Scipion, je te renvoie la balle. Tu reviendras. Une équipe d'Arsenal qui avait déjà bousculé. Quoi, j'entends plus. Je suis désolé. Là, Vas-y, t'inquiète, je vais prendre le relais. Je vais me muter. Scipion, je te pose une petite question. Je regarde. Allez tout le monde. C'est le sujet Arsenal qui c'était trop. C'était trop exactement. La prestation d'Arsenal ne lui a pas plu, et forcément, voilà, il s'en est pas remis depuis hier. Scipion, voilà, il y a eu des Gunners qui avaient déjà été bousculés face au Racing Club de Lens à l'extérieur, mais qui avaient montré un autre visage à domicile. Est-ce qu'on peut imaginer le même scénario, une équipe qui est passée à côté face à Porto là-bas, mais qui à la maison va changer complètement de visage? Oui, je m'attends pas à ce que Arsenal nous fasse le même match décevant, insipide que celui d'hier, où ils sont tombés dans le piège que contre CAO a parfaitement tendu. Et voilà, il nous a fait une petite punchline en conférence de presse à la Mourinho en disant eux, ils ont voulu bien jouer, nous on a voulu gagner. Ouais. Il a eu un petit peu de cette manière-là, mais on sait que c'est un entraîneur qui est bien rusé de ce point de vue-là. Et si on parle forcément de la déception Arsenal, avant de revenir là-dessus, juste le match de Pépé avant d'avoir 41 ans, lunaire, franchement, dans la maîtrise. C'est un joueur qui a fait une carrière monstrueuse et qu'on a peut-être tendance des fois à sous-estimer dans l'apport et la longévité. Mais franchement, le match de Daron, c'est épatant à quel point il a été bon. Un petit peu aussi rigolo, les séquences, tu sais, sur coup de pied arrêté, où les mecs, ils arrêtaient pas de se castagner, il y avait des coups qui partaient, c'était un petit peu du catch de la WWE, c'était assez lunaire. Et puis Arsenal, très décevant, il y a des joueurs qui sont totalement passés à côté, même dans la maîtrise technique. C'est une équipe qui d'habitude est assez propre, elle peut rater des occasions, mais là ils ne sont pas procurés énormément, aucun tir cadré. Écoute, moi je vois pas Arsenal s'effondrer de nouveau match retour, ce sera l'Emirates, ils maîtrisent plutôt bien leur match là-bas, mais c'est le genre de rendez-vous qui va encore leur servir dans leur long apprentissage, parce que c'est une équipe qui s'est bien installée en haut de la première ligue, mais tu sens qu'ils ont encore des étapes à passer pour redevenir justement un grand d'Europe, une équipe sur qui on compte pour passer des tours régulièrement. Et c'est le genre de match hier où ils sont tombés dans le piège, ils se sont fait avoir, et c'est là où tu vois qu'il y a un petit manque d'expérience à ce niveau-là. Et Porto a fait vraiment un match dans ce sens-là qui est parfait. Dani le dit, Alan Varela, le 6 de Porto, alors j'ai cité Pépé, mais c'est vrai qu'Alan Varela a aussi fait un match tout simplement monstrueux, et Galeno, en plus lundi je vous avais dit, si Arsenal gère les feux follets, Evan Nilsson et Galeno, normalement ça devrait bien se passer, et là paf, 93e minute, moment d'inattention, tu laisses 5-6 mètres de libre à Galeno, Raya qui a un peu avancé, et il s'est passé ce qui s'est passé. Un peu, ouais. Non mais c'est vrai, en plus Pépé, tu t'en parlais, Pépé 41 ans, mais lui il en a joué 1 million des matchs comme ça, un de plus, un de moins, tu sens qu'il était dans un jardin, il s'est régalé, c'est clair. Et Raya sur le but, on a retrouvé Kanto. Allez messieurs, on va parler maintenant d'Europa League, avec notamment 4 matchs au programme ce soir des clubs français qui n'auront pas toutes les mêmes attentes, les mêmes dispositions. Pour Rennes qui ont perdu
qui a perdu 3-0 au match aller face à Milan. Ça semble déjà un petit peu décidé. Bon, après à la maison, ça reste quand même une fête. Il va falloir quand même essayer de faire une performance. En revanche, il y a un coup à jouer pour le TFC, pour l'OM ou pour le Racing Club de Lens. Yous, Scipion, donnez-moi un petit peu vos ressentis sur les 3 matchs ou même sur les 4 matchs. Pour quel club français vous y croyez le plus et hormis Rennes pour lequel vous y croyez le moins, un petit peu vos ressentis. Et Lolo, si tu peux afficher les codes tranquillement de nos rencontres d'Europa League, on va pouvoir constater que voilà, du côté de Rennes, on a à peu près égalité au niveau des cotes avec Milan parce que ça devrait faire un peu tourner. Toulouse n'est pas favori, Lens n'est pas favori, mais l'OM est favori. Eh ouais, l'OM favori, normal, hein, avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, comment pourrait-il en être autrement? Moi, je sens assez bien l'OM, effectivement. Moi, je suis à Marseille, hein, pour ceux qui étaient pas là au début du stream, donc j'ai un peu intérêt d'être confiant pour ce soir. Mis à part ça, je pense que Lens peut le faire, et attention à Toulouse, hein, ils ont fait un match solidaire à Lisbonne. Peut-être que le retour dans un stadium, ça peut mettre un autre match, pas plus en leur faveur, à l'image de ce qu'ils ont réussi à mettre comme ingrédient contre Liverpool en poule. À voir. Maintenant, pour Rennes, ça va être assez compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit vent de confiance enfin pas de confiance, mais d'espoir qui est présent en Bretagne. Je vois certains supporters rennais sur les réseaux sociaux y croire. En vrai, un but, 2 buts, et ça peut aller très vite. Ils ont cette capacité à mettre le feu. Pourquoi pas? On sait que c'est un public qui pousse aussi. Je pense qu'ils ont tous des cartes à jouer ce soir. Certains ont plus d'opportunités que d'autres, mais ouais, voilà. T'y crois en tout cas, les Milanais auront droit à la galette saucisse rennaise. Donc, quoi qu'il arrive, ils repartiront pas les mains vides, puisque les Rennais, de par leur qualité d'accueil, veulent faire goûter la spécialité locale aux Milanais. Scipion, est-ce qu'on y croit encore un petit peu à Rennes? T'estimes les chances à combien là? Est-ce qu'il y a plus de 5% ou pas? Ah, pour faire la Montada, comme ils l'appellent là-bas, au Horizon Park, ça va être très tendu parce que franchement, il y a eu, c'était il y a une semaine et on a vraiment vu 2-3 classes d'écart. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, si tu veux faire une remontée, il faut y aller un stade qui est une ambiance des grands soirs, un but assez tôt. Et puis peut-être, il peut y avoir des scénarios, un carton rouge et tout. Mais ouais, entre 5 et 10%, c'est difficile quand même. Parce que comme on l'a dit, le Milan en plus a reposé certains cadres ce week-end. Ah, ça va être bien tendu. Il y a d'autres équipes où j'ai plus d'espoir. Malheureusement, Rennes, la marche était un peu trop haute. Et on va parler maintenant de Toulouse également, parce que sur le papier, la marche semblait très très haute pour les Toulousains face à cette équipe du Benfica Lisbonne. Pourtant, les Toulousains ont perdu seulement sur le score de 2-1 là-bas. Est-ce que il peut y avoir la magie de la coupe, j'ai envie de dire, Yous, pour le TFC? Est-ce que cette équipe du TFC peut faire un résultat face à Benfica? Ah, je pense qu'ils doivent y croire, hein. Ils sont encore en vie. Ils étaient en vie, plus qu'en vie même, jusqu'au penalty à la dernière minute de Di Maria. Il y a que 2-1. Je pense qu'ils ont, tu vois, ils ont montré qu'ils savent mettre les ingrédients, comme je disais, contre Liverpool en poule. Moi, j'y crois pour le TEF. Franchement, j'y crois. C'est pas le plus grand Benfica des dernières années cette année. Donc, je pense que voilà, je suis quelques supporters Benfica sur Twitter et je vois qu'ils sont pas tous confiants. J'ai tendance à faire confiance à cette température. Donc, moi, en tout cas, j'y crois pour le TEF. On leur souhaite, en tout cas. Pour l'anecdote, Benfica s'est imposé ce week-end en championnat portugais face à Vizela sur le score de 6-1. Donc, il y a de la confiance, Scipion. Il y a de la confiance pour les benfiquistes. Maintenant, voilà, Toulouse, on a envie de dire, n'a pas grand-chose à perdre. Et on sait que dans ce genre de match-là, une équipe qui n'a pas grand-chose à perdre face à une équipe avec de l'expérience européenne, finalement, les Toulousains, ils peuvent mettre le feu et peu importe le résultat, les Toulousains seront fiers. Ouais, c'est ça, c'est déjà dingue pour eux d'en être là parce que quand ils arrivent dans cette phase de groupe, voilà, il y a un an, ils étaient promus, ils viennent de gagner Coupe de France, ils ont changé un petit peu de dimension. Et forcément, tu vois, sur leur parcours en groupe, ils n'ont pas perdu contre Liverpool, contre l'Union Saint-Gilloise et contre Sturm Graz à la maison. Donc tu peux te dire que ce stadium, comme pour le Horizon Park, il peut se passer quelque chose. Moi aussi, j'ai envie d'être optimiste. Ils ont rien à perdre. Ça peut être, comme le Land Juve de l'an dernier. Évidemment que, voilà, Benfica, ça peut être rideau très très vite. Mais c'est une équipe aussi qui a des doutes cette saison, qui est pas forcément à son meilleur niveau, qui a un petit peu perdu justement de ses talents, notamment offensifs, où il y a un collectif qui est moins, tu vois, huilé. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ce week-end, ils en ont mis 6 à Vizela. Mais Toulouse allait gagner à Monaco. Aussi, ils ont pris, voilà, un petit Boulder par rapport à la zone rouge. Donc voilà, moi j'ai envie de dire rien à perdre. J'ai envie de voir ce que Toulouse peut nous proposer comme, allez, petite soirée sensation.
Ouais, une soirée sensation forcément du côté de l'Olympique de Marseille. On n'espère pas de sensation, Youss, hein. On espère que voilà qu'on va plier le match. On a mené au score 2 fois au match aller, 2 égalisations derrière. Le visage n'avait pas été si dégueu avec voilà ce binôme Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps. On espère que l'été va revenir sur le stade Vélodrome. Il fait pas très beau, hein, je te cache pas. Il pleut un peu là, le vent. Mais ouais, non, on espère. Et puis ouais, là, le premier de Jean-Louis Gasset, hashtag The Old Way, dédicace pour les frérots sur Twitter. Ouais, non, en vrai, moi perso, j'y crois et je pense qu'il faut se servir des points positifs qu'il y avait au match aller, même si effectivement, voilà, tout n'était pas positif, mais t'as senti quand même que l'OM était au-dessus. Donc en vrai, je pense qu'il faut se servir de ça. Par rapport aux joueurs et à la compo probable, apparemment Jean-Louis Gasset va revenir à du plus classique, des joueurs qui jouent dans des positions préférentielles. Donc soyons confiants, il y a Verretou qui revient. En tout cas, tous les ingrédients sont là. Il y aura du monde au stade. On y croit. Allez, bon, on y va. Scipion, cette compo, elle te séduit. On terminera avec ça. Ouais, bah forcément, le retour de la défense à 3, Gattuso était entêté là-dessus et en disant voilà, ça peut être une compo, hashtag jeu défensif, etc. Bon, Inzaghi a prouvé, il y a d'autres coachs qui l'ont prouvé, que ce système, justement, ça pouvait apporter bien plus de solutions sur le terrain pour faire mal à l'adversaire. Et en plus, Merlin et Klose vont être dans des bonnes situations avec la qualité de leur centre, la qualité de leurs pieds respectifs, ça peut faire vraiment des dégâts. Et puis voilà, c'est vrai que le retour de Verretou aussi, je pense que le milieu de terrain marseillais, on a bien besoin de retrouver un petit peu de confiance. Peut-être qu'NDI va être... Non, franchement, j'ai envie de dire, au moins sur le papier, il y a tout qui est réuni. Après, par curiosité, je regardais quel a été le dernier match européen entraîné par Jean-Louis Gasset. Et ça remonte à très très loin, puisque c'est le 4 novembre 99, défaite de Montpellier contre le Deportivo La Corogne. Là, on est revenu sur une autre époque. Alors, pour information, dans la compo de Montpellier, il y avait notamment Jocelyn Gourvenec, Olivier Sorlin, Stéphane Cassard, Cédric Barbosa et Patrice Loco. Oh, bah ça remonte un petit peu, voilà, on va dire un petit peu de nostalgie. Dernière rencontre au programme, Lens-Fribourg. Les Lensois ont été bousculés à l'aller à la maison face à Fribourg. Youss, Scipion, je vous pose la question, est-ce que le Racing Club de Lens est favori pour vous dans cette qualification face à Fribourg? Favoris, non. Pour moi, ils sont pas favoris, mais ils sont encore en vie et ils peuvent le faire. Mais favoris, je pense pas. C'est une belle équipe de Fribourg. Hein. Tu vois, au match aller, c'était pas si facile pour eux. Donc ouais, pas favoris, mais il y a la place, hein, clairement. Il y a la place pour moi. Ouais, c'était ultra intéressant à l'aller. Scipion, ton avis sur, j'imagine, partagé avec you, ça, de toute façon. Ouais, je crois que ce soir, normalement, dans la compo de Lensoise, il y a Medina qui est de retour parce qu'il était suspendu pour l'aller. Et ça, déjà, ça peut évidemment changer beaucoup de choses dans la maîtrise de cette équipe, la qualité de relance. Et aussi, on sait que Medina, c'était le fil rouge de cette émission, mais parmi les défenseurs centraux qui aiment aller de l'avant, qui aiment prendre des risques, lui, il fait partie de ça. Donc, je pense qu'il peut vraiment beaucoup aider Lens. Moi, j'ai envie de dire, ouais, pas favori. Je pense que c'est plutôt, allez, 55-45 pour Fribourg, mais j'ai envie d'y croire pour nos amis lensois. Ce qui serait quand même pas mal, c'est que tu vois, on est au moins une équipe qui soit qualifiée. Et bon, 2, ce serait quand même dingue, mais on sait que on nous a souvent habitués à des jeudis soirs. Bon, il y a Danso qui est absent apparemment, donc ça c'est pas dingo, mais dans ce genre de match, je pense que, comme je te dis, la qualité de pied de Medina et surtout ses initiatives peuvent changer le jeu de Francaise. Eh ben écoutez, messieurs, on va souhaiter le meilleur à nos équipes françaises pour ce soir et je vais vous remercier également d'avoir été avec nous. Merci Scipion. Merci Quentin, merci la régie. On se retrouve Quentin. lundi, comme d'habitude, 18h pour un nouveau numéro d'Hors-jeu. On sera en plateau avec Bruce Braque et toute la clique. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente journée. Bon match ce soir, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Salut bye à tous, salut.